Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Vox Africa. Je suis Fanny Wegscheider. Votre point quotidien sur l'actualité africaine et internationale, c'est tout de suite dans Vox Flash. De nombreuses élections hier dimanche en Afrique, un journal donc largement consacré à ces scrutins. Dès la fin des votes hier soir, les opérations de dépouillement ont démarré au Bénin pour le second tour de la présidentielle. La Commission électorale nationale autonome a déjà annoncé des résultats provisoires dans la nuit et c'est l'homme d'affaires Patrice Talon qui aurait remporté l'élection présidentielle béninoise. Même si les chiffres officiels ne sont pas encore publiés, l'actuel Premier ministre et candidat Lionel Zinsou a déjà reconnu sa défaite et il a félicité son adversaire directement au téléphone. Selon M. Zinsou, les premières tendances font apparaître une victoire très nette, un écart suffisamment significatif pour concéder, selon le candidat malheureux, une victoire électorale certaine à Patrice Talon. L'entrepreneur qui a fait fortune dans le coton et la gestion du port de Cotonou devrait donc succéder à Thomas Boni-Yayi au pouvoir depuis 2006, après ses 2 mandats constitutionnels. Retour sur le vote hier dimanche des quelques 4 700 000 électeurs qui étaient attendus dans tout le Bénin pour élire le successeur de Thomas Boni-Yayi. Les bureaux de vote ont ouvert à l'heure, à 7 h du matin, heure locale, mais dimanche des Rameaux oblige, la population n'est pas sortie très tôt pour aller voter. Même les 2 candidats en lice, messieurs Zinsou et Talon, ont accompli leur devoir citoyen en fin de matinée. Reportage à Cotonou de notre correspondant Romuald Bissot. Dimanche de vote ici au Bénin pour le second tour de la présidentielle de 2016. Il y a 15 jours, il y avait déjà d'affluence dans tous les bureaux de vote pour le premier tour donc de cette présidentielle. Mais aujourd'hui, la pluie s'est invitée au festin électoral et l'affluence n'est pas au rendez-vous. Nous sommes ici dans le bureau où vote Lionel Zinsou. Pas d'affluence ce matin. C'est bien désert jusqu'à l'arrivée du candidat Zinsou. Le franco-béninois s'acquitte de son devoir et lance un appel à ses concitoyens. Il y a de grands espoirs qui se sont soulevés dans notre pays et il faut que nous puissions satisfaire ces espoirs. Il faut donc un vote massif pour la démocratie du Bénin. C'est un jour aussi d'émotion pour moi parce que ma grand-mère Dominga était née un dimanche des Rameaux. Un peu loin de là, au quartier Zongo, peu avant midi, Patrice Talon, accompagné d'une foule, est venu accomplir son devoir citoyen. Et après le vote, il tire un coup de chapeau à la Sénat, la commission électorale, pour la parfaite organisation des opérations électorales. Ce jour matérialise certainement notre renaissance. Alors, c'est un plaisir de le faire, surtout de participer à ce succès. Merci. Et je profite de l'occasion pour féliciter la Sénat et la Cour constitutionnelle pour la qualité de l'organisation. C'est formidable et nous devons être fiers. Merci. Après la pluie du matin qui avait arrosé le dimanche des Rameaux, la population a commencé par sortir pour choisir leur prochain président. Second tour présidentiel également au Niger. Aucune tendance pour le moment, même si le président sortant Mahamadou Issoufou reste favori. En revanche, il semble que les électeurs se soient déplacés moins nombreux aux urnes que lors du premier tour. À Niamey, le fief de l'opposition, la fréquentation des bureaux de vote était quasiment nulle, comme par exemple dans le quartier populaire de Banizumbu. Dans le pays, les bureaux de vote ont ouvert hier à 8 h et devaient fermer à 19 h locales. Malgré quelques retards constatés, la population des bureaux ont pu ouvrir sans problème majeur. Les opérations de dépouillement ont tout de même pu débuter dans la soirée et la commission électorale nigérienne dispose maintenant de 5 jours maximum pour proclamer les résultats, mais elle devrait le faire ce mardi ou mercredi. Et 2 faits inédits dans ce second tour présidentiel, l'absence du candidat de l'opposition à Mahamadou, évacué, vous le savez, de sa prison pour être hospitalisé en France, ainsi que le boycott du scrutin par la coalition d'opposition. Malgré cela, et les menaces djihadistes suite aux 2 récentes attaques d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, ainsi que de Boko Haram dans le pays, quelques électeurs ont tenu à accomplir leur devoir citoyen. Je vous propose de les écouter. Vraiment, je suis content de venir voter et puis accomplir mon devoir. Je l'ai accompli. Je suis là encore en tant qu'observateur, voir ceux qui se disent, mais vraiment Niamey n'a jamais été calme. Tout ce qu'on dit, comme cette matinée. Alhamdulillah, le vote s'est bien déroulé et c'est cela notre souhait.
Nous ne faisons pas de différence entre les candidats. Quiconque gagne, nous sommes derrière lui et nous soutenons le vainqueur, quel qu'il soit. A priori, peu de doute sur l'issue du scrutin. Le président sortant Mahamadou Issoufou devrait repartir pour un second quinquennat à la tête du Niger. Il s'exprimait hier, peu après avoir voté lui-même. Je me réjouis de ce que toutes les dispositions aient été prises pour que le peuple nigérien puisse s'exprimer librement. À l'issue de ce scrutin, le vainqueur, quel qu'il soit, doit penser à rassembler les Nigériens. 5 ans, un seul mandat, ce n'est pas suffisant pour surmonter ces défis. En particulier, je pense aux défis sécuritaires. Rappelez-vous qu'il y a quelques jours, nous avons été victimes d'une double attaque. C'est pour vous dire que des questions importantes attendent le prochain président. Des défis importants l'attendent. Il a besoin d'une union sacrée. Il a besoin de l'union de tous les Nigériens. Qui, du sortant Denis Sassou Nguesso et de ses 8 adversaires, présidera le Congo? C'est pour y répondre que les électeurs se sont rendus hier aux urnes pour le premier tour du scrutin présidentiel. Le bureau de vote du pays ont ouvert de 7h à 18h local. Le président sortant qui, grâce à une récente réforme de la Constitution, se présente pour un éventuel nouveau mandat après 32 ans au pouvoir, a voté, lui, dans le centre de Brazzaville. C'était vers 11h15. Quant aux citoyens, c'est coupé du monde qu'ils se sont rendus aux urnes, les autorités ayant interrompu toute communication téléphonique ou Internet dans le pays durant 48 heures hier dimanche et ce lundi. La cause invoquée, des raisons de sécurité et de sûreté nationale afin d'empêcher l'opposition de publier, je cite, des résultats illégaux. Peu d'informations de sources indépendantes donc sur le déroulement du scrutin en dehors de Brazzaville. Les résultats pourraient être connus à partir de demain, mardi. Si le vote à Brazzaville s'est déroulé assez calmement dans la journée, une brève altercation a tout de même perturbé la tranquillité des votes vers 18h30 locale dans le quartier de Makelekele. La police anti-émeute a dispersé à coups de gaz lacrymogène quelques 200 partisans du candidat d'opposition Guy Brice Parfait Colélas. Les jeunes gens insistaient pour assister au dépouillement à l'intérieur d'un bureau de vote du quartier. À noter que dans ce bureau de vote, théâtre de l'incident, Monsieur Colélas a tout de même obtenu 92,5% des suffrages exprimés contre 7% seulement pour Monsieur Sassou Nguesso. Les premières opérations de dépouillement ont débuté dans la soirée dans certains bureaux de vote congolais, parfois à la lumière des lampes de poche, faute d'électricité. Grande première en tout cas, dans ce scrutin, les électeurs ont pu expérimenter hier le bulletin de vote unique, un bulletin qui fait apparaître les noms des 9 candidats, chaque votant devant indiquer son choix par une croix ou par une empreinte digitale sur le nom retenu. Pas de présidentielle au Sénégal, mais un vote tout aussi important. Hier dimanche, les Sénégalais étaient attendus pour dire oui ou non au projet de révision de la Constitution du pays. Une réforme dont l'un des points saillants concerne la réduction ou non du mandat du président Macky Sall de 7 à 5 ans, une promesse électorale du chef de l'État depuis 2012. Pour certains, la consultation pour ce référendum constitutionnel était un moyen d'expression d'un vote pour ou contre le chef de l'État. Les Sénégalais se sont en tout cas mobilisés pour ce scrutin assez peu nombreux. La faible affluence constatée à l'ouverture des bureaux de vote à 8h locales s'est confirmée dans la journée. À la clôture à 18h, le taux de participation finale n'était pas connu, mais à la mi-journée, il avoisinait à peine 25% dans plusieurs régions. Les premiers résultats officiels sont attendus au plus tôt ce lundi. Et écoutons quelques commentaires à la sortie des bureaux de vote de la capitale hier. Ce que j'observe, il n'y a pas d'affluence. Les gens ne sont pas sortis pour voter. Peut-être qu'ils n'ont pas compris les 15 points. Et ce que j'ai constaté aussi, c'est qu'ils ont précipité. Avant d'aller aux élections, il fallait essayer de faire comprendre aux populations ce que c'est que les 15 points. Ça vient au compte-gouttes parce qu'on est à moins de 100 et il fait 11h30. Pour moi, le bon choix, c'est non. Nous ne sommes pas contre Macky, non. Ça dire, on ne comprend pas pourquoi cette précipitation-là. Tout ce qui est mentionné est flou. Rien n'a été clair. Ça, c'est une avancée significative parce que
le bien de tout un peuple, vraiment, et moi je me dis qu'on ne peut pas le renier quand même. À l'international à présent, la visite tant attendue de Barack Obama à Cuba a commencé. Le président américain est arrivé à La Havane hier en fin de journée pour ce qui est annoncé comme une visite historique. C'est en effet la première fois depuis près d'un siècle qu'un chef d'État américain se rend à Cuba. Après l'arrivée d'Air Force One sur l'aéroport José Martí en famille sous une pluie battante, M. Obama s'est fendu sur son compte Twitter d'un Que bola Cuba, autrement dit comment ça va Cuba. Barack Obama, sa femme Michelle ainsi que leurs 2 filles, Malia et Sacha, ont ensuite parcouru à pied les rues de la vieille Havane. Quelques réactions d'habitants de la capitale. Très contente et émue, car c'est un moment que nous n'aurions jamais imaginé. Mais regardez, c'est un fait, il est ici, à Cuba. J'espère qu'il va atteindre son objectif, tout ce qu'il a dit qu'il allait faire à Cuba, et que tout aille bien, qu'il nous aide. Ça vaut le coup, parce que, comme tout le monde le sait, ça fait longtemps qu'un président américain est venu nous rendre visite. C'est le premier président qui a pris l'initiative, donc peu importe la pluie, peu importe, on doit le voir d'aussi près que possible. C'est excitant, je l'ai senti quand il est descendu de l'avion. Je regardais la télévision et j'ai senti l'émotion. Une chose inexplicable, quand il a marché sur le sol cubain, c'était fantastique. Jeudi dernier et jusqu'à ce 24 mars, s'est ouvert à Bâle en Suisse le Baselworld, le plus important salon horloger au monde. En France, dans le Val d'Oise, en banlieue parisienne, une petite entreprise fabrique des montres de luxe sur mesure et très prisées dans le monde. Cette entreprise, c'est BRM, Bernard Richard Manufacture. Son patron Bernard Richard, qui revendique le Made in France de ses montres, assure que plus de la moitié des participants au dernier G20 portaient une BRM au poignet. Immersion dans l'usine de production de cet horloger de luxe. Il a troqué sa voiture de course pour un plus classique 4x4. Mais cet ancien pilote amateur reste un mordu de sport mécanique, à tel point qu'il a décidé il y a 11 ans d'en faire sa marque de fabrique. On a le centre de la pièce en titane, les 2 couronnes qui sont avec les trous en inox et vous avez le protège-couronne qui reprend la forme d'un étrier de frein, ce qui nous donne une montre qui ressemble à un disque de frein. Dans sa manufacture de montres tout à son effigie, la Formule 1 est en embuscade derrière chaque étape de production. Ici, tout est fabriqué sur place, du boîtier au mécanisme en passant par la 50aine de vis nécessaires pour assembler chaque montre. Pas de place à l'erreur dans ce temple de la précision où la loupe est omniprésente. Celle-ci grossit jusqu'à 50 fois la pièce travaillée. On superpose un calque sur l'écran. Et on voit si le calque superposé par rapport à la pièce, ça correspond bien. On travaille pratiquement au micron, entre le micron et 5 microns maximum. Et on travaille surtout le sur-mesure. Chaque client peut commander sa couleur d'aiguille, son boîtier et son cadran. Il lui faudra juste être patient. BRM et ses 21 salariés plafonnent à 2000 montres par an quand les géants suisses de l'horlogerie en produisent au moins autant chaque jour. Un luxe personnalisé qui se paie entre 2 000 et 15 000 euros la montre, mais à en croire son patron, ce luxe plaît jusque dans les plus hautes sphères de la planète. On est très content de voir qu'au dernier G20, il y avait environ 50% des gens qui avaient une BRM au bras. Très content aussi de leur label Made in France. Alors quand le client ne réclame pas de graver le numéro de son châssis de voiture ou un mot doux pour sa femme, c'est un cocorico que l'on inscrit pour toujours au dos du boîtier. Et c'est la fin de ce Vox Flash du lundi 21 mars. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain, mardi, pour votre point quotidien sur l'actualité. D'ici là, passez une très bonne journée et une bonne suite de programmes sur Vox Africa.